voyez, Christophe. mais ce sont des histoires d'ailleurs, des histoires du monde. La première histoire va donc nous jeter en plein océan. On connaît évidemment le problème de la pollution des océans, mais il prend une telle ampleur que certains ont décidé de faire du bruit autour de ça. Et oui, je vous propose de devenir citoyen d'un nouveau pays, ou du moins qui compte devenir bientôt le 196e pays de la planète. La demande de reconnaissance a été officiellement déposée aux Nations Unies au début du mois. Ce pays a déjà un nom, les Trash Isles, traduisez les îles poubelles. Il s'agit du fameux continent de plastique qui a été repéré il y a déjà 20 ans dans le Pacifique Nord, mais il grossit vite et le voilà désormais de la taille de la France. ONG et agences de communication avec des designers ont donc créé le drapeau des Trash Isles, également le passeport, des timbres et même une monnaie. Là-bas, on pourra payer en débris. Alors, il existe des coupures de 20, 50 ou 100 débris. Tout ça avec force logo de tortues, de phoques ou autres animaux marins intoxiqués et enserrés dans des cordes. Bon, c'est amusant votre truc, mais un pays, ça se définit par un territoire. Il faut qu'il y ait des habitants. Absolument, mais le territoire existe, même si ses frontières sont un peu mouvantes. Quant aux citoyens, ils sont déjà plus de 115 000. Tous ceux qui, en 2 semaines seulement, ont choisi de signer une pétition adressée aux Nations Unies pour la reconnaissance officielle des îles poubelles. Premier citoyen d'honneur, d'ailleurs, l'ancien vice-président américain Al Gore. Si le continent de plastique était reconnu comme pays, il tomberait sous la protection des chartes environnementales et il faudrait alors se mettre à nettoyer, chercher des solutions. C'est ça l'idée, ou c'est ça plutôt le coup de com'? Est-ce que ça n'est pas exagéré ? Parce que la com, c'est bien gentil, mais est-ce que le phénomène est vraiment si grave que ça ? Alors, faut regarder les chiffres pour s'en rendre compte. Selon le magazine Science, 8 millions de tonnes de plastique entrent dans les océans chaque année. C'est un camion-benne toutes les minutes. Et ça se cumule, évidemment, puisque ça ne se détruit pas. Les scientifiques considèrent que 90% des oiseaux de mer en consomment, et nous aussi, évidemment, puisque les poissons en avalent, même le plancton devient plastifié. Tout ça entre dans notre chaîne alimentaire. Si on ne fait rien, les experts estiment qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Enfin, en juillet dernier, une nouvelle immense plaque de déchets plastiques a été repérée, cette fois dans le Pacifique Sud. Alors on va dire que le tableau n'a pas besoin d'être noirci. Deuxième histoire de ce journal du monde, nous voilà en Russie, un pays où les temps sont durs pour les réalisateurs de cinéma. L'ombre de la censure plane sur eux, dont la création dérange. Et on est avec Elena Volochine qui va nous raconter ça depuis Saint-Pétersbourg. Bonsoir Elena. Alors il y a 2 films à gros budget qui font polémique en ce moment, un sur le tsar Nicolas II et un autre sur Staline. Bonsoir, et oui, le premier film s'appelle Mathilda, il est du célèbre réalisateur Alexei Ouchitel. Sa sortie en salle est prévue le 26 octobre et il raconte les amours du tsar Nicolas II et d'une ballerine. Seulement voilà, le tsar a été, comme on le sait, canonisé par l'église orthodoxe et une députée du parti de Vladimir Poutine, Natalia Poklonskaya, a lancé une croisade médiatique contre ce film. Alors attention, elle ne l'a pourtant pas vu car le regarder serait selon elle un péché, mais il n'en fallait pas plus aux ultra-orthodoxes pour fustiger l'œuvre. Résultat, un chemin de croix réunissant des milliers de personnes a eu lieu ces jours-ci à Saint-Pétersbourg. Des véhicules ont été incendiés devant les bureaux de l'avocat du réalisateur et certains cinémas ont même annoncé qu'ils ne projetteraient pas le film à sa sortie par mesure de sécurité. Donc on ne peut pas toucher à Nicolas II, on ne peut pas toucher non plus à Staline, c'est ça ? Oui, le film en question s'appelle cette fois La mort de Staline. C'est une comédie noire du réalisateur britannique Armando Iannucci. Et là aussi, un conservateur pro-pouvoir est monté au créneau, Pavel Pojigailo, à la tête du conseil consultatif auprès du ministère de la Culture. Il a qualifié le film de provocation planifiée et complot des pays occidentaux. Comment réagit le ministère de la Culture dans tout ça ? Censure ? Pas censure ? Alors, le ministère de la Culture, lui, se contente de délivrer les licences nécessaires à l'exploitation des films. Pas de censure directe, donc pour le moment, mais pas un mot non plus en faveur de la liberté d'expression. Ne pas interdire, mais laisser les artistes en pâture aux conservateurs, c'est la nouvelle méthode des autorités, ce qui alimente évidemment un climat de haine et de défi envers tous ceux qui contredisent l'idéologie du Kremlin. Очень спасибо, Elena Volochine, en direct de Saint-Pétersbourg. Une info qui nous vient de Corée. Oui, je poursuis sur la censure. Elle n'a pas que du bon. La plateforme de partage de vidéos YouTube vient de fermer 2 chaînes de propagande nord-coréennes. Des chaînes qui diffusaient tous les jours le journal télévisé et des clips à la gloire du régime de Pyongyang. Et ce sont les spécialistes, les chercheurs qui sont furieux car c'était pour eux de précieuses sources d'informations sur les déplacements de Kim Jong-un, les nouvelles infrastructures militaires ou les messages officiels du régime à son peuple. Et puis, une autre information en provenance des côtes belges. Ouais, c'est un sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale qui a été retrouvé au fond de la mer du Nord. Les
Les autorités en ont fait l'annonce avec le découvreur de l'épave, un chercheur belge qui a plongé et qui a pu en faire le tour. Apparemment, c'est ça qui est étonnant, le sous-marin est resté en très bon état, écoutille fermée, ce qui signifie que l'équipage doit toujours être dedans, sans doute 23 marins d'après les historiens. C'est la 11e épave de sous-marins allemande 14-18 découverte dans le secteur parce qu'à l'époque, le port de Zeebrugge était une base de stationnement pour la marine allemande.